Bonjour. Depuis plusieurs années, dans le journal de 13 heures sur TF1, nous accordons une large place à la vie dans les régions. Nous le faisons souvent à travers des reportages consacrés à ce qu'on appelle le patrimoine. Les paysages, les traditions, les monuments, les gens passionnés par ce qu'ils font. Cette richesse, cette diversité, il nous a semblé utile d'en regrouper les meilleurs moments dans cette série de cassettes. Les regrouper pour les préserver, pour les revoir quand on le souhaite, ou pour en garder le souvenir. Notre voyage commence cette fois par de la littérature. Lorsqu'on évoque la Provence, on pense à Pagnol. Il y a pourtant une Provence plus sauvage, beaucoup moins connue, que l'on redécouvre en relisant Jean Giono. On entre dans un pays sévère, avertit Jean Giono. Je n'ai jamais entendu sonner les cloches dans ce pays-là. Pour le trouver, il faut laisser Manosque au sud et Forcalquier à droite, sans doute trop accueillantes toutes deux. La Provence mystérieuse, celle que préférait l'écrivain, part du plateau d'Albion, s'écoule en contrebas de Banon et de Simiane, agrippés à leurs rochers, et remonte sur la montagne de Lure qui, de son sommet à 1600 mètres, domine le pays. La voilà, la Provence aride. Ce plateau, dit Giono, est très loin des hommes. Il ne porte que des villages morts, les autres se cachent derrière des forêts de chênes verts. Les hautes terres déroutent. La violence de cet endroit de Provence en a écarté les voisins et les caravanes. Le pays est presque désert en effet, car la terre est sèche et dure. Elle donne peu de blé malgré le soin des hommes. Alors ici, les gens sont âpres. Pas autant sans doute que dans les romans de l'écrivain, où les villages et les campagnes sont souvent le théâtre de meurtres. On n'est pas des sauvages, non. Un peu quand même, non? On n'est pas des sauvages, mais vous voyez dire, on est un peu des délaissés, vous voyez. Il n'y a pas d'eau. Alors vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière, qu'il y a eu une sécheresse terrible. À cette époque aussi, là, le topo, il avait rien à manger, vous voyez ce que je veux dire? La terre, elle est très dure pour la gérer, vous voyez. Et nous, on est dur envers elle et envers les gens aussi, vous voyez. Parce que si on avait de bons rendements, eh bien, que l'argent rentre plus facilement, et sûrement qu'on aurait un peu plus le sourire. Voilà. Ce sont des terres maigres. Tenez, regardez ce champ, ce n'est pas un champ de blé. Non, c'est une inutile prairie, disait Giono. C'est une herbe qui ne peut servir qu'à des bêtes. Mais c'est plein de fleurs, ajoutait-il, et c'est même un monstre de botanique. Les plantes aromatiques se contentent de peu d'eau. Alors elles remplacent peu à peu le blé, et la sauge sarclée, plus encore que la lavande, envahit les champs, la Haute-Provence et Parme. Dans cette région à la fois aride et magnifique, vivent des gens peu ordinaires. Ce vieil homme, par exemple, assis au bord de la route. Voilà un personnage gionesque. Couvert de mouches, laissé par le passage des brebis, il attend la fin du jour, ainsi depuis des années à la belle saison, et jusqu'à la fin sans doute. Quel âge avez-vous? Je suis né le 10 septembre 98. Et qu'est-ce que vous attendez assis là? Rien, à me défendre des mouches, et si il y a quelqu'un à dire de bêtises. À dire de bêtises. Mais des gens ici, ils n'en passent guère. Giono aimait caresser à rebrousse-poil, s'attaquer aux idées reçues. Adieu donc la Provence toujours accueillante, adieu les Provençaux, sacrés rigolos. Adieu le soleil qui chante, il l'appelait le soleil noir. Il tue, il dessèche. Le peu d'eau que reçoit cette terre, il la boit. Il assèche les ruisseaux. D'ailleurs ici, tout le monde s'en protège. On lui clôt les volets au nez, les rues sont désertes, chacun chez soi. Il avait une expression qu'il employait souvent, il disait c'est cucu. Voilà, hein? Pour lui, c'était un peu cucu. Le tutu-pampan, la farandole, tout ça, le folklore, non. Hein? Si on aimait la Provence, si on voulait découvrir la Provence de Giono, il fallait faire un effort, il fallait se débarrasser de tous les clichés, de tout ce qui traîne un peu partout, et arriver finalement avec des yeux neufs. Hein? Malgré des descriptions sans aucune concession, Giono aimait profondément ce pays et ce pays le lui rend bien. Le charme des hautes terres de Provence qui a souvent inspiré l'auteur de Regain ne se laisse découvrir qu'à ceux qui ont du cœur. Dès qu'on le prend par la douceur, disait-il, ce pays ne vous résiste pas.
Ce sont, vous savez, les Gaulois qui ont inventé le tonneau. Un tonneau de bois qui, après les vendanges, est utilisé pour faire vieillir les vins et les alcools. Eh bien, dans la région de Cognac, on fabrique toujours des fûts de chêne et la technique n'a pas beaucoup évolué depuis 2000 ans. C'est un pays où on aime souvent faire la fête, y compris dans des régions où, dit-on, le climat n'est pas particulièrement propice. Dans le nord, le carnaval de Dunkerque. Tous les habitants descendent dans la rue et là-bas, on appelle ça faire la bande. Ça va là, comme ça? Et puis à 15h, pour une fois, on va essayer d'être à l'heure pour le démarrage. C'est ça la fête. On se pousse, on se chahute, on rigole. Ça fait un peu mal de temps en temps, mais on dit rien, surtout on n'a pas le droit de se plaindre, hein, ou alors on n'y va pas. Et c'est vraiment la défonce. La famille Toussaint fait carnaval à Dunkerque depuis plusieurs générations et pendant 2 mois, elle va de bals en chahut, de bandes en rigodon, mais explication de texte dans quelques instants. Créé par les pêcheurs, le carnaval dunkerquois remonte à des lustres. Avant de partir vers les mers d'Islande pour 2 longs mois, les hommes de la mer sortaient en bandes travesties et faisaient la fête pour oublier la solitude du large. La tradition se perpétue et ça commence de bon matin. Les bandes se constituent au carrefour, sur les places, dans les bistrots. C'est l'échauffement avant la défonce. Petit déjeuner, café, 3 aspirines, 3 canettes de bière, un bol de soupe, un paquet de frites et enfant. De bon matin, voilà les ingrédients nécessaires pour tenir le coup. Constitués en association philanthropique et en indépendants, les carnavaleux rejoignent alors les petits louis, les acharnés, les corsaires, les caquestecs. Ah, le parapluie, l'instrument indispensable du carnavaleux. C'est en fait une moquerie envers les Flamands qui arrivaient à Dunkerque avec leurs grands pépins noirs. Aujourd'hui, c'est le signe de ralliement des bandes. Gare à celui qui reste sur le trottoir sans déguisement, il sera alors intrigué par des objets parfois peu recommandables, pendus au bout d'une canne. Le carnaval, c'est la fête intégrale et tout le monde fait ce qu'il veut. Tu fais ce que tu veux, tu viens, je t'emmène, tu fais la bande avec moi. Les rites maintenant. Il y a d'abord le rigodon. C'est le défilé au pas cadencé, rythmé par les fifres et tambours. On tourne dans la ville, brandissant le parapluie vers le ciel. Attention, ici le terme cortège est complètement banni. Ensuite, le tient bon dessus. Alors là, plus on retient la foule et plus ça pousse. Et en tête de la bande, le tambour-major Cochloc II, nommé par les sociétés carnavalesques, c'est lui qui dirige ce serpent impressionnant de gaieté et de défoulement. Mets ta main sur le sac, mets ta main sur le sac, mets ta main sur le sac à pain, tu verras que ça fait du bien. Et la bande arrive devant l'hôtel de ville. Et là, c'est le summum du délire. On se compresse, les petits ne touchent plus terre. À Dunkerque, on a le carnaval dans le sang. Encore aujourd'hui, certains hommes font figurer sur leur contrat de mariage la mention explicite qui les autorise à faire ce qu'ils désirent pendant la période de fête. On n'est jamais trop prudent. 17h30, sous le balcon de la mairie, la foule affamée attend la manne lancée par le maire de la ville, des harengs. 500 kilos de harengs lancés à la cantonade, un poisson dont la pêche a longtemps constitué la principale ressource dunkerquoise. Et demain, c'est congé pour tout le monde. Alors, après une heure de repos, on remet ça au bal. Toujours fifre, tambours et trompettes, et le chahut reprend de plus belle. À 1h du matin, instant solennel, la salle entonne l'hymne à Jean Bart, à genoux. Jean Bart, l'astucieux homme des mers qui a protégé Dunkerque des Anglais.
L'apothéose, le rigodon final sur la Grand Place, sous l'œil attentif de la famille Reuze, des chevaliers scandinaves ayant délivré les Dunkerquois. Par temps froid, l'écrasement est si intense que des vapeurs se dégagent de la foule. Et puis, 3 petits tours et s'en vont. Les carnavaleux retrouveront leurs masques de docker, de pharmaciens, de PDG ou de secrétaires, jusqu'à l'année prochaine pour une nouvelle bande. La première région piscicole de France se trouve dans la Dombes, dans le département de l'Ain, au nord de Lyon. Il s'y pratique une pêche en étang très particulière et la tradition est perpétuée par des moines. Entre Bourg-en-Bresse et Lyon, la Dombe, le pays aux 1000 étangs, offre ses paysages d'automne. Une région de chasse, mais surtout une région de pêche. Une pêche inventée par les moines du Moyen-Âge qui commence un mois à l'avance par la vidange progressive de l'étang. Pour que le poisson ait le temps de se rassembler, je fais baisser sensiblement d'1 centimètre par jour. Mais alors là, il s'agit que je baisse de 40 cm dans la nuit. L'eau s'en va dans un autre étang. Il y a un étang qui est à quelques kilomètres en dessous qui récupère. En Dombe, on se passe l'eau de l'un à l'autre. Une concertation nécessaire donc pour l'élevage d'un poisson qui depuis des siècles fait vivre le pays, la carpe. Est-ce que vous en mangez à l'abbaye de la carpe? Oui, bien sûr. Le moins possible. Pourquoi? Parce qu'on le laisse. On en a pour 3 jours. Bon, allez, laissez-moi faire couler mon étang. C'est au XIIIe siècle que cisterciens, chartreux et bénédictins ont encouragé l'exploitation de ce qui était forêts et marécages. Au XVIe, on comptait près de 2000 étangs en Dombe. Les moines, on les a ensuite fait revenir au XIXe, en leur construisant même cette abbaye pour qu'ils assèchent les étangs que l'on jugeait responsables de fièvre et d'une très forte mortalité. Une pêche en Dombe commence très tôt car elle peut être longue. Lorsque l'eau est à son plus bas niveau, un filet à mailles très fines est tiré du bout de l'étang dans ce qu'on appelle le bief, une sorte de petit canal où le poisson s'est regroupé et où il peut encore circuler. On voit pas spécialement, parfois on voit que ça grouille énormément, mais là, on voit qu'il y en a, on voit pas, je peux absolument rien dire. Dans les parties plus étroites de l'étang, plus question de se faire aider par le tracteur, il faut y aller tous ensemble. À mi-parcours, on s'arrête pour mettre en place un autre filet. Celui-là qu'on prend, là, c'est pour tirer les grosses carpes. Ah d'accord, vous allez tirer les gros poissons tout de suite là. Voilà, et après on en passera un autre un peu plus fin pour tirer le poisson intermédiaire, et puis celui-là on ramasse vraiment tout ce qui reste. Une demi-heure plus tard, les hommes atteignent la pêcherie, l'endroit le plus profond de l'étang où le poisson peut être capturé. Le filet à grosse maille n'entraînait que des carpes, mais un tri est quand même nécessaire. Propriétaire de l'étang et patron de la coopérative, contrôle ensuite la pesée. Les carpes seront emmenées vivantes dans des viviers oxygénés. Elles serviront au repeuplement d'autres étangs, seront exportées en Allemagne ou encore transformées en filets pour les supermarchés. Normalement, pour qu'un étang soit rentable, il faudrait qu'il produise 45 quintaux de maïs à l'hectare, et ce n'est pas possible en Dombe. Par contre, une bonne pêche de 8 ou 9 tonnes de poissons, ça c'est rentable. La pêche miraculeuse, nous l'avons fait une seule année, mais il y a 3 ou 4 ans, et nous avons sorti 13 tonnes de poissons. Ça vaut le coup. Si la pêche en Dombe constitue une bonne source de revenus, on ne paye pas les volontaires qui sont venus aider. Il s'agit en fait d'un échange de bons procédés entre dombistes. Quand ils vont s'en aller tout à l'heure, chacun va emporter quelques carpes ou quelques brochets. C'est la tradition dans la région. On ne paye pas en argent. Après la carpe, l'étang est une nouvelle fois parcouru pour récupérer brochets, tanches et gardons. Le soir, cet étang se remplira à nouveau, puisqu'un autre étang de la Dombe attend pour être pêché à son tour. Quand on part en vacances maintenant, on ne part plus seulement pour se reposer, dormir ou bronzer, on part pour découvrir ou pour connaître le passé d'une région. Ainsi, des circuits ont été organisés à l'image de ces chemins de la soie en plein cœur des Cévennes. Au mois de février, dans les Cévennes, la route de la soie, c'est plutôt la route de la tranquillité et du silence. De touristes, point, mais de la culture, oui, protestante d'abord, austère. Partout aussi des signes de la soie, ou plutôt le souvenir d'un âge d'or où les terrasses, spécialement construites pour la culture du mûrier,
fournissaient la nourriture pour le ver qu'on élevait chez soi, dans ces maisons à étages, les magnaneries. Les gens, encore aujourd'hui, cultivent quelques mûriers et élèvent 4 vers à soie dans leur maison, ne serait-ce que pour faire voir aux enfants. En fait, c'est peut-être encore pour entendre le son des mandibules du ver à soie craquant la feuille de mûrier. Le prétexte, c'est montrer aux enfants. C'est donc qu'on veut transmettre quelque chose. Les chemins de la soie proposent donc aux visiteurs de comprendre le paysage et les hommes. Dès cet été, si tout se passe bien, un réseau de fléchage indiquera sur 150 km les points forts de la soie en pays cévenol, les anciennes filatures où au XIXe siècle la majorité de la population travaillait. Au musée de la soie de Saint-Jean-du-Gard, on peut voir des étonnants petits sacs que les femmes portaient sous leurs jupons pour couver les œufs du ver. On parlait d'éducation, pas d'élevage. Ces bas de soie destinés aux cours de Russie font encore rêver les cévenols. Effectivement, la soie, c'est le luxe. C'est un peu pour les cévenols quand même le luxe des autres. Mais on y prenait un brin de part en le produisant. Et ça présentait aussi un intérêt fabuleux pour les gens, ça les faisait rêver, c'est indéniable. Un rêve qui semble aujourd'hui redevenir rentable. 105 francs, c'est le prix du kilo de coton payé par cette filature, où de nouveau on tisse la soie des Cévennes. Plus cher que la chinoise bien sûr, mais ici comme on a évité les intermédiaires et les transports, le produit fini, vendu à la Maison de la Soie à Saint-Hippolyte-du-Gard, est moins cher que son équivalent d'importation. Et en plus, il y a une histoire, il y a une culture, il vient des Cévennes. Les promoteurs des chemins de la soie misent sur l'intérêt nouveau manifesté par les touristes qui semblent se détourner de la bronzette en surface au profit de la découverte d'un pays en profondeur, du tourisme et de la culture. La mémoire des campagnes où s'exerçaient autrefois de nombreuses activités, on la retrouve parfois dans un musée. Près de Joigny, dans l'Yonne, le musée rural de Laduz, avec un guide fort sympathique. Mémoire des campagnes. Un titre pour nous plonger avec volupté et nostalgie dans les souvenirs de nos aïeuls, paysans ou artisans, au temps où les Français vivaient plus à la campagne que dans les grandes villes. Le musée rural de Laduz évoque avec tendresse tout cela. Et dans ce voyage à travers la France, encore profondément attaché à ses racines, nous avons choisi comme guide un enfant du pays, Élie Farcy, 89 ans. Le boulier, certificat d'études primaires, je le même. Il y a des certificats de toutes sortes. J'ai même les palmes académiques. Je ne sais même demande pourquoi. Pour service rendu à la musique populaire. Oui. Vous regardez la photo de qui, là? C'est la photo de mon arrière-grand-mère. Je me rappelle très bien d'elle, qu'elle me berçait. Hein. Dans un petit berceau comme on voit au musée, un berceau monté sur pattes, oui. Et je crois même qu'en tricotant, elle avait attaché le berceau avec une ficelle à son genou. Et avec son genou, elle me berçait comme ça, tout en tricotant. Et la robe de mariée, ça vous rappelle votre mariage? Ah, mais la robe de mariée, oui, je vous dis, c'est la seule que j'ai vraiment touchée de mes mains. Ben, c'est celle de ma femme. Pour la retirer, surtout. Vous vous en souvenez de ça? Vous en souvenez de ça? Ah, si, je m'en souviens, bien sûr. La nuit de noces? Bien sûr. Donc, c'était quand même en 1925, et c'est pas si loin que ça pour moi. Elle avait une jolie robe? Ah, ben, bien sûr. Quel est son prénom? Élise. Et les conscrits, c'était la fête? Ah, ben, bien sûr. Mais ça finissait souvent par des beuveries et tout ça. C'était pas toujours joli, là, à la fin de journée. Mais enfin, c'était la coutume à ce moment-là. Vous en faisiez partie? Bien sûr, comme tout le monde. Moi, vous savez, je n'ai rien fait d'autre enfin, j'ai fait comme les autres tout le temps. Suivi. La vie familiale de M. Élie Farcy a été, comme celle de tous les artisans d'autrefois, embellie par un métier qu'il respectait, charron. C'était un métier dur? Ah oui, très dur. Hein. Pourquoi? Parce que les pièces sont lourdes à manœuvrer. Maintenant, à ce moment-là, j'étais costaud. Je pesais plus de 100 kilos, moi, voyez-vous, tel que vous me voyez là. Mais j'ai un oncle qui fait 127 kilos. J'appelais jamais personne pour la déplacer quand j'en avais besoin. C'est arrivé rarement, mais enfin... Vous étiez fier de votre métier? Ah oui.
C'est un beau métier? Ah oui. J'avais un petit employé qu'on voit là sur la photo et qui m'aidait. Hein. Eh bien, on faisait nos 10 paires de roues en 10 jours. Voyez-vous? Une paire de roues par jour, façonnait tout. Et cette canne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est la canne de compagnon de mon grand-père. Il a eu cette canne-là, elle est datée de 1861. Sur le bout, ici, sur le pommeau, vous avez les armes des compagnons charrons qui sont gravées dans l'ivoire, au bout de la canne. Cette canne, c'était la canne ordinaire, voici sa hauteur, comme ça. Et les jours d'apparat, lorsqu'ils sortaient en groupe et il y avait soit une fête, soit une réception, et bien alors, à ce moment-là, il dévissait ce morceau de canne, ici, et il adaptait un morceau plus long, de manière à ce que ça soit plus... C'est lui qui vous l'a donné? Ah, c'est moi. Elle a passé dans les mains de mon père avant. Et voici la hauteur de la canne maintenant avec sa rallonge, voyez-vous? Vous n'avez jamais regretté le passé? Non. Vous ne faites pas partie de ces nostalgiques du passé? Non. L'avenir, c'est formidable. L'avenir, au jour de moi, c'est fini. Je suis au jour le jour, voyez-vous. Je me casse pas la tête, moi. Hier, c'est passé, n'en parlons plus, même si c'est raté. Demain, on verra. Voilà. Il n'y a pas que les traditions qui disparaissent. Parfois, des animaux peuvent être menacés, mais ils peuvent être sauvés aussi. Par exemple, un petit cheval que l'on trouve dans les montagnes basques, il a été sauvé par les Basques eux-mêmes. C'est le Potioc et il a reconquis avec panache son paysage familier. L'Adzamendi, la montagne de l'ours, déboisée au siècle dernier pour construire les voiliers qui partaient de Bayonne. Les premiers versants dominent le village de Bidaraï, au cœur du Pays basque. Une région encore préservée d'où l'on aperçoit déjà l'Espagne. C'est ici qu'on trouve les Potiocs, les poneys basques. Depuis des siècles, ils vivent à l'état sauvage dans ces montagnes. Les Basques et les Potiocs avons toujours été ici. Tout temps, à jamais. Et ça, c'est formidable. Le réservoir, si vous voulez, est dans les montagnes. D'abord utilisés dans les mines de charbon du nord de la France, les petits chevaux ont ensuite été expédiés en Italie dans les fabriques de salami. La race Potioc a bien failli s'éteindre. Mais depuis une vingtaine d'années, quelques Basques ont entrepris de sauver ces poneys. Des éleveurs se sont même installés en dépit de nombreuses difficultés. Autrefois, dans ce secteur-là, j'en comptais près de 200. Aujourd'hui, quand on arrive à 60, c'est le maximum. Le Potioc n'est pas tellement prisé, puis il est un peu jalousé par les bergers qui pensent que là où se trouve le Potioc, eh bien, ma foi, il enlève du package aux bergers. Moi, au contraire, je pense que c'est complémentaire et que ce que ne mangent pas les brebis, les chevaux le mangent. Aujourd'hui, le Potioc bénéficie d'une meilleure image de marque. Les éleveurs d'autres régions françaises et même de l'étranger ont été conquis par ses performances. Solide, vaillant, le Potioc a conservé toutes les qualités transmises par ses ancêtres des montagnes. Ces dernières années, le Potioc a remporté 2 titres de champion de France. Il est très demandé dans les poney clubs en raison de sa douceur avec les enfants. Les éleveurs sont parvenus à sauver un des meilleurs ambassadeurs du Pays basque, ce pays qui souvent les fascine. Vivre dans un pays comme ça, j'estime que c'est un luxe. Son charme d'abord, c'est sa verdure, son ambiance, c'est un pays extraordinaire. Le reportage que nous allons voir maintenant ne concerne pas les Potiocs puisqu'ils vivent en liberté, mais les chevaux. Les chevaux, vous le savez, sont ferrés par un maréchal ferrant, une profession, elle aussi, en voie de disparition. On les appelait jadis les maîtres du feu. Ils avaient, dit-on,
droit de cuissage. Maître du feu, maître du fer, la tâche ne manquait pas aux maréchaux ferrants et cavaliers et montures se pressaient à la forge. Aujourd'hui, le métier est devenu ambulant. David, Jean-Jacques, André, les maréchaux et Sébastien l'apprenti courent le pays de Provence, ferrant d'écurie en écurie, leur pensionnaire à 4 jambes. Opération à renouveler tous les 45 jours, changer le fer même s'il n'est pas usé car le sabot pousse. Le sabot, principal acteur dans le bon travail du cheval, régulièrement l'objet des soins du maréchal. Le maréchal, c'est mon bras droit. Ils sont plus régulièrement auprès du cheval que nous dans la plupart des écuries. Ils sont le premier maillon de la chaîne de la santé du cheval pour moi. Le tablier de forge au-dessus du largeau, le pantalon des compagnons du Tour de France, confrérie des grands professionnels. En maréchalerie, on les appelle les marches à terre. Il leur faut des années pour acquérir le savoir, juger l'allure de l'animal et adapter, selon la phalange qui travaille, le fer au pied de l'athlète. Là, il y a une douleur en sol. Ah, avec cartilage complémentaire. Et il y a de l'os ici. Après les soins pédicures, le fer porté au rouge est battu sur l'enclume. Chacun son rôle, le forgeur, le frappeur et le rabatteur, sans un mot. Dans la forge, on ne parle pas, c'est que le marteau. Quand on veut, quoi qu'on fasse sur le fer, c'est le marteau qui parle. C'est le langage du marteau. On appelle ça